Donc, pour commencer cette deuxième partie de la vidéo, euh, justement, de ton côté, à travers ton expérience de création de jeux, donc tu as deux jeux justement qui sont en Oui. processus de peaufinage pour l'édition. Et également, ben, tu es maintenant auteur de jeux à temps plein, notamment pour des jeux sérieux, donc qui ont une optique d'apprentissage à travers le plaisir. De ton côté, euh, quels obstacles, commençons avec les obstacles, quels obstacles est-ce que tu as vécu à travers le processus de création de jeux et que tu pourrais partager dans l'optique de prévention pour les auteurs de jeux de société? Oui, on peut parler de prévention, effectivement, parce que Oui. on a souvent des déconvenus et c'est assez complexe. Euh, alors déjà, sur le processus créatif, alors je dirais que ça s'apprend pas complètement. Il y a deux éléments. Il y a les aspects très techniques, les mécaniques de jeu, par exemple. Donc aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de créer une mécanique de jeu. Mhm. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de mécaniques de jeu. Je dirais que c'est un petit peu comme des notes en musique. C'est du solfège, d'une certaine manière. Ensuite, on a l'inspiration. C'est comment on va mettre ensemble les notes, comment on va créer des accords et comment, au final, on va faire des morceaux de musique. Donc là, c'est là où on y a plus un aspect un peu inspiration qui ne s'apprend pas forcément. Et donc, ça peut venir déjà, le processus créatif, une idée de jeu peut venir de n'importe où. Donc, on a des personnes qui sont plus ou moins créatives aussi. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir beaucoup d'idées, qui vont travailler sur un jeu, ils ont une idée et ils sont très monotâches. Certains qui sont très monotâches, mais qui vont avoir d'autres idées, mais qui vont noter les idées de côté, donc pas forcément travailler sur plusieurs jeux en même temps. Et puis, des hyperactifs comme moi qui notent beaucoup d'idées et travaillent sur beaucoup de jeux en même temps. Mais ça peut venir de je marche dans la rue, je vois quelque chose et ça m'inspire un jeu. J'ai vu un film, il s'est passé quelque chose dans ce film, j'ai vu des réactions, des comportements de personnages, et je me dis, bah tiens, ça pourrait créer une expérience de jeu. Littérature, film, enfin, il y a énormément de choses. Et puis après, on peut aussi se dire, bah, tiens, je vais mettre tel challenge, je vais me créer une contrainte, je vais me poser une question, et à partir de là, je vais essayer de faire un jeu à partir de cette contrainte. Hmm. Il y a certains auteurs qui font ça, qui sont très mécaniques et qui se disent, tiens, si je faisais ça, si j'essayais de faire ça. Ça rappelle un petit peu, alors je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle l'Oulipo en littérature. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, c'est un système de jeu d'écriture par contrainte. Donc un auteur qui est très connu, qui s'appelle Georges Perec, qui a écrit un livre qui s'appelle La disparition, a écrit tout un livre sans la lettre E, par exemple. Mhm. Donc pure contrainte. Et dans les jeux que je connais, on va peut-être parler de Palm Island, qui est un jeu de John Meeting, qui s'est dit, bah, tiens, je vais créer un jeu. J'aimerais créer un jeu où on peut jouer debout. Donc, un jeu avec des cartes qu'on peut tenir dans la paume de la main. 17 cartes et on joue. Et donc, il a fait ce merveilleux jeu qui est Palm Island, par exemple. À partir d'une contrainte, on fait quelque chose Oui. d'extra. Donc voilà, déjà le processus créatif, des fois, il y en a certains qui disent, bon, bah, je suis sous la douche, il me vient une idée. Il y en a beaucoup qui ont des idées sous la douche, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Euh, et donc ensuite, on pense avoir l'idée du siècle. Et donc, on va commencer à essayer de créer quelque chose et de tester les choses. Alors, le premier obstacle au début, c'est de se dire, bon, bah, qui j'ai sous la main pour tester des jeux. Donc, on va tester avec la famille, les amis, Hmm. et souvent, ils sont super sympas. Le jeu, il est génial. C'est extra. Vraiment, tu vas être édité, il n'y a aucun problème. Ton jeu est extraordinaire, mais ces personnes-là, déjà, ne sont pas forcément tous des très grands passionnés, donc ils ne savent pas absolument tout ce qui sort, tout ce qui existe. Hmm. Donc, attention à la famille et aux amis, ça, c'est la première chose, parce qu'ils sont vraiment très gentils. Donc, il faut déjà se confronter. La première chose, c'est se confronter à des joueurs qu'on ne connaît pas. Hmm. Ça, c'est la première chose quand on fait un jeu. Du moins, quand on a déjà développé un jeu qui est jouable. Il y a d'autres étapes avant, mais déjà, quand on a un jeu, il faut vérifier que des joueurs comprennent ce qu'on veut amener comme objectif, comme règle, mécanique, etc. Et souvent, les festivals, donc aujourd'hui, malheureusement, les festivals, on n'a Ouais. pas.
Mais c'est vrai que les festivals sont vraiment le meilleur moyen d'aller confronter son projet, son jeu au public. Parce qu'au bout d'un moment, si on entend 10 fois dans la partie ça, j'ai pas compris, ça, je comprends pas, ça, je ne comprends pas, voilà, il faut se poser des questions et remettre les choses en place. Je pense aussi que quelque chose qui est très important, c'est de se former. Alors, se former, au début, on peut créer d'une manière un peu comme un artiste qui va prendre une toile et qui va commencer à jeter de la peinture dessus. Alors, pourquoi pas, mais il y a quand même des règles de création, il y a quand même certains éléments qui font qu'un jeu, globalement, va être moins bon ou meilleur. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut se pencher. Et ça ne s'invente pas. Donc, il y a quand même des éléments, le fameux solfège. Donc, on peut prendre une guitare, ne rien commettre à la musique, commencer à gratter un petit peu sur sa guitare, il y a du son qui va sortir. Ça nous semble pas mal, mais on ne connaît rien au solfège. Donc, déjà, peut-être étape 1, apprendre le solfège avant de se dire qu'on est un grand musicien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des obstacles aussi qu'on rencontre et que j'ai rencontrés, c'est la quantité aujourd'hui de jeux qui sortent, la quantité de personnes qui tentent de devenir auteurs de jeux. Et donc, on est un peu noyé au milieu d'un océan de création, un océan de jeux. Donc, la difficulté, c'est aussi de trouver de l'originalité. Donc, ça, c'est pas simple aujourd'hui de faire un jeu original. C'est assez compliqué. Et puis, comment se faire remarquer, comment présenter les choses à un éditeur aussi. Par exemple, on parlait dans la partie de format vidéo. Aujourd'hui, un éditeur reçoit énormément de prototypes de jeux par mail. Sauf que lire tous les jours des livrets de 10 pages de règles, même s'ils ont des chefs de projet pour les maisons d'édition les plus grosses, ou voilà, des petites maisons d'édition, même s'ils travaillent beaucoup, ils ne peuvent pas absorber et lire autant de projets que ce qui est envoyé. Donc le format vidéo aujourd'hui est extrêmement important parce qu'il faut en 3-4 minutes maximum présenter les intentions, alors pas forcément toutes les règles, mais du moins présenter vraiment l'intention du jeu, quelle est son originalité, qu'est-ce qu'il apporte comme expérience. Donc le problème aussi, c'est qu'il faut aussi s'improviser un petit peu vidéaste. C'est-à-dire qu'il faut filmer son jeu, il faut expliquer son jeu en 3 minutes, il faut bien cadrer les choses, il faut faire quelque chose de propre. Donc ça, c'est compliqué. Donc il faut être plein de choses quand on est auteur de jeu. Donc on en parlait récemment avec la Fabrique des auteurs marseillais, justement, comment faire pour... donc c'est pas simple. Alors, une association d'auteurs aide à ça. Alors, on parle beaucoup de la Fabrique des auteurs marseillais parce que j'en fais partie, mais en France, il y a beaucoup de collectifs et d'associations d'auteurs, un petit peu partout en France. Et c'est vrai que quand on se regroupe et qu'on contacte un éditeur en disant, voilà, je ne suis pas Fabrice Chazal, je suis président de la Fabrique des auteurs marseillais, on est tout un groupe d'auteurs, on travaille sérieusement nos jeux et on a des choses à vous présenter, l'éditeur va se dire, oui, c'est pas un auteur isolé, il travaille en groupe, donc il y a peut-être des chances pour que les choses évoluent autrement. Et le fait d'être en groupe aide énormément à ce niveau-là. Quand on n'a pas un nom aussi connu qu'un Bruno Catala ou un Antoine Boza, quand on démarre, voilà, pour attirer l'attention d'un éditeur, il faut trouver des bons moyens pour attirer l'attention. Okay. Et le temps. La grande difficulté, c'est le temps. Parce que créer un jeu, c'est énormément de temps pour tester, modifier des choses, se poser les bonnes questions, faire une version, 2 versions, 3 versions, jusqu'à parfois 10, 15 versions d'un jeu. Et ce que nous disent aussi les éditeurs, et ils ont raison, c'est aussi de suivre l'actualité ludique, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, quelles sont les tendances, avec la grande difficulté que les tendances bougent très rapidement, ça va très vite. Donc, on a des moments où les jeux narratifs vont être très recherchés. Après, on a les roll and write. Après, donc, il y a plein de mouvements comme ça au niveau du secteur. Et donc, il faut avoir une veille ludique, savoir ce qui sort, regarder comment ces choses-là fonctionnent.
pour, je dirais, ne pas être en décalage avec le secteur. Voilà. Et ça, c'est long. Ça, c'est assez long. J'en comprends qu'il faut un jeu qui soit à la fois original, qui se démarque, mais qui soit en même temps dans l'actualité ludique, qui ne soit pas trop différent ou à contre-courant. Tout à Ouais, fait, tout à fait. c'est un beau Cibler les défi. éditeurs aussi, bien comprendre ce qu'est tel éditeur ou tel éditeur. Ça, c'est comme quand on fait un entretien d'embauche pour être recruté dans une entreprise. Quand on discute avec l'employeur, on ne va pas discuter de la même manière avec tel employeur ou tel employeur. Il faut quand même un minimum se renseigner sur l'endroit où on tente d'être recruté de la même manière pour l'édition. C'est-à-dire que les jeux, on ne va pas envoyer un jeu à tous les éditeurs. Ça n'a aucun sens. On a certains éditeurs qui vont faire des petits jeux plutôt familiaux, un petit peu nerveux, qui durent 15 minutes. Des éditeurs qui vont avoir une gamme un peu plus large jusqu'aux jeux experts qui peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie. Donc aussi bien tenter de comprendre quel est l'éditeur quels sont les éditeurs qui seraient les plus susceptibles d'être intéressés par tel ou tel projet. Donc ça, c'est hyper important aussi de ne pas arroser tout le monde comme ça de prototypes un peu à l'aveugle. Donc ça, faut pas le faire. C'est ça. D'autant plus que tu l'as mentionné, un grand défi, c'est le temps. Et ça doit prendre beaucoup de temps d'envoyer des prototypes, exemple, à toutes les maisons d'édition ou même de rentrer en contact avec toutes les maisons d'édition. Ça Oui. très énergivore pour peu d'effets positifs. Là. Alors d'ailleurs, je dirais, il ne faut pas envoyer de prototype aux éditeurs. Il ne faut surtout pas en envoyer. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui, sans trop me tromper, je pense qu'il faut surtout envoyer un support vidéo qui explique l'intention du jeu, quelles sont les mécaniques originales à l'intérieur, qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'expérience ludique. Et si l'éditeur se dit, ah oui, effectivement, dans cette vidéo de 3 minutes, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, à ce moment-là, envoyez-moi les règles. Et puis peut-être après, envoyez-moi un prototype du jeu. Mais étape par étape, si on envoie tous les auteurs aujourd'hui envoient des prototypes de jeux aux éditeurs, je pense que ça va être compliqué. Effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a de plus en plus d'auteurs de jeux. C'est tant mieux, en fait, parce que d'un point de vue des joueurs, en fait, parce que c'est très positif de voir la belle créativité des gens. Par contre, ça fait en sorte que les maisons d'édition sont souvent comme surchargées, comme tu le mentionnais, par tous ces nouveaux jeux-là. Et ce qui fait en sorte que les maisons d'édition ont moins de temps à accorder aussi pour Tout à fait. découvrir des nouveaux jeux. Donc, il faut y aller vraiment par la voie de la simplicité et l'efficacité. Une Oui. vidéo courte qui démontre le potentiel du jeu, qui explique le jeu rapidement en quelques Alors, minutes. je dirais la simplicité pour l'éditeur, mais pour l'auteur, des fois, faire une vidéo en 3 minutes qui explique un gros jeu expert qui dure 2 heures et demie, c'est assez sportif. C'est assez compliqué, mais voilà, il faut en passer par là parce que c'est compliqué. Et puis un autre, moi en tout cas personnellement aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à faire des jeux seuls. Pour moi, c'est intéressant de travailler à deux. Alors, j'ai jamais travaillé à trois, mais au moins à deux. Voilà, moi j'aime bien travailler en équipe. D'ailleurs, dans les 2 jeux dont on a parlé, donc Land of Z, je l'ai fait seul. Par contre, 1, 2, 3 lapins, c'est un jeu dont l'idée originale est venue de mon co-auteur qui s'appelle Anthony Perron, que je salue d'ailleurs. Donc l'idée de départ de ce jeu vient d'Anthony. Et puis donc je suis rentré dans le processus créatif avec lui. Donc voilà, donc des fois se mettre à plusieurs aussi, ça peut être intéressant au niveau d'un projet. Et puis même pour contacter les éditeurs, des fois on a des auteurs qui sont plus à l'aise pour aller chercher des contacts, d'autres qui sont plus à l'aise pour travailler les mécaniques de jeu, donc qui préfèrent être voilà, vraiment sur les supports. Donc ça aide aussi d'être à plusieurs. Tu l'as bien mentionné, un auteur ou un créateur de jeu va devoir porter plusieurs chapeaux. Celui qui va développer la mécanique, la thématique du jeu, mais également d'aller chercher les joueurs ou les auteurs pour tester le jeu, d'aller créer du réseautage également, donc pour tout ce qui est un peu plus l'aspect marketing, publicité, de faire connaître éventuellement Oui. le jeu. Le réseautage avec les maisons d'édition,
de cinéaste, vidéaste de faire la Oui, vidéo. et oui. Donc, participer à des entrevues, bon, etc. Ce qui fait en sorte qu'il faut également investir du temps pour Mmh, maîtriser ou du moins apprendre ces différents rôles-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de créer, d'être mmh. capable de comprendre une caméra, puis de, de l'installer, de faire Non, c'est très une vidéo, par exemple. c'est très dur, c'est très dur, c'est très long, et des fois, on va à l'essentiel aussi, c'est-à-dire que, ça, c'est juste pour la petite blague, dans notre association, on a 2 écoles. On a ce qu'on appelle les proto-beaux et les proto-moches. C'est-à-dire que certains, ont du mal à, montrer un jeu si on n'a pas de magnifiques illustrations. Alors, c'est pas nous qui les faisons, les illustrations, bien évidemment, mais avoir un proto très beau, comme si en y jouant, on avait l'impression qu'on venait d'acheter le jeu, tellement ils sont beaux, Mhm. ces prototypes. Mais ça prend beaucoup de temps de faire ça. Mais certains, voilà, ne peuvent pas faire autrement que de faire de magnifiques prototypes. Donc, ça m'est arrivé pendant un moment. Et puis après, on a les protos moches. Non, en fait, c'est l'idée de vraiment faire tester un jeu, même si c'est papier crayon, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce qu'on va tester, c'est les rouages du jeu. Est-ce que Mhm. vraiment ça fonctionne? Est-ce que c'est équilibré? Et puis, si c'est moi qui ai dessiné un arbre à la main, même si je sais dessiner, bon, bah, ça ne sera pas aussi beau que le travail d'un illustrateur professionnel. Bah, c'est pas grave. Ce que je veux voir, c'est si ça marche. Et puis après, de toute façon, un point important aussi, c'est que, en règle générale, de toute façon, c'est pas nous qui choisissons l'illustrateur. On peut nous, une fois qu'on a signé des jeux, on peut nous poser des questions donner des avis, voire des noms d'illustrateurs si on en connaît qui sont, qui nous plaisent par rapport à notre jeu. Mais ça, c'est le rôle de l'éditeur. C'est-à-dire que faire un proto magnifique, pourquoi pas. Mais une fois, si le jeu est signé, après, c'est plus nous qui avons la main sur cette partie-là. Donc, alors, il y en a qui se font plaisir à faire des très beaux prototypes, mais est-ce que c'est du temps perdu ou pas? Je me pose de plus en plus la Mhm. question, personnellement, en tout cas. Voilà. OK. Ben, c'est intéressant, du moins d'avoir cette réflexion-là quand on est auteur de jeu, de dire est-ce que réellement je veux mettre ce temps-là, cette énergie-là à rendre mon prototype magnifique ou est-ce que justement j'accepte de prendre ce temps-là, cette énergie-là ailleurs, disons. Oui, tout à fait. Euh, Ben, pour la petite histoire, Land of Z, mm, d'ailleurs, je me suis excusé auprès des éditeurs quand j'ai envoyé ma vidéo de présentation avant le dernier festival de Cannes qui s'était tenu physiquement. C'était un prototype que j'ai fait entièrement à la main, c'est-à-dire que c'était des bouts de papier découpés avec des mauvais dessins dessus, de zombies faits rapidement à la main, donc c'était assez catastrophique. Mais ma vidéo règle était, et c'est ce que je leur ai dit, était vraiment axée sur le gameplay, pas du mhm, tout sur quelque chose de joli. C'était de leur montrer ce que je proposais en termes de gameplay, d'expérience de jeu. Et bon, après à Cannes, je suis arrivé avec un prototype un peu plus joli quand même. Mais dans la vidéo, c'était quelque chose d'extrêmement artisanal. C'était vraiment des bouts de papier, coups de crayon. Et d'ailleurs, mon collègue Anthony Perron était un peu un spécialiste à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a signé beaucoup de jeux et qui fonctionne beaucoup comme ça. Il n'est pas très prototype magnifique. Il va vraiment aller au cœur du projet et de présenter vraiment l'originalité de son jeu. Voilà. mhm. Et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour lui, ça a fonctionné. OK. Et pour toi aussi, j'en comprends. Pour celui-ci, oui, 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 tout à fait. Bah, pour celui-ci, ça a fonctionné. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que Oui. ça m'a fait réfléchir autrement. Je me suis dit, bon, j'ai fait des magnifiques prototypes à un moment donné. Et puis là, à travers une présentation, je pense du coup qui avait été efficace, j'ai pu décrocher 7 rendez-vous à Cannes auprès d'un certain nombre d'éditeurs. Et en tout cas, les rendez-vous ont été décrochés et les discussions ont été intéressantes. Certains ont récupéré des prototypes. Et finalement, c'est grâce à Tabletop Simulator et des sessions de jeux virtuelles, puisque malheureusement, cette crise sanitaire est arrivée juste après Cannes, hein, donc ça a été immédiat. Mm. Et donc, ce jeu a été signé chez Oz Éditions, donc j'en parle quand même rapidement, hein. Donc, c'est Florian Courroyer de Oz Éditions qui me fait confiance sur ce projet et qui fera l'objet d'un Kickstarter dans quelques mois. Et donc voilà, donc celui-ci était vraiment
pas terrible. Et le deuxième jeu, 1, 2, 3 lapins, j'en parle rapidement aussi, donc, qui est signé chez Seadown. Pareil, c'était des bouts de polystyrène découpés, donc c'était quelque chose assez artisanal aussi. On avait même fait de la récup, puisque ce sont des lapins qui se cachent derrière des buissons. On avait même fait de la récupération les lapins, c'était des pièces de Dixit qu'on avait récupérées pour le prototype. On avait découpé des buissons en polystyrène. Enfin bon, c'était pas très joli non plus. Mais voilà, ça a interpellé pareil, par le gameplay, parce que ça procurait en termes de réaction. Donc voilà. OK. Donc, effectivement, une belle réflexion, puis je trouve ça intéressant que tu en aies parlé parce que sur les différents groupes Facebook que je suis de créateurs de jeux de société, il y a souvent cette réflexion-là de dire est-ce que mon prototype doit être beau? Est-ce qu'il doit être proche de la version finale? Ou est-ce que vraiment ça doit être un prototype juste pour dire qu'il y a du visuel? Et là, Moi, c'est intéressant. moi, moi, je dirais qu'il doit être lisible. Voilà. Mhm. Pas forcément beau, mais lisible. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on veut procurer comme sensation aux joueurs, comment le jeu fonctionne. Si on n'arrive pas à lire une carte, par exemple, sans parler de beauté, mais si on n'arrive pas à lire les icônes d'une carte ou ce genre de choses, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut un prototype, je dirais, plus lisible que beau, pour qu'on comprenne ce qu'on veut proposer aux joueurs. OK. Donc, tant que c'est clair, précis et que justement l'important est mis sur l'accent des règles aussi. J'avais déjà entendu dire par des auteurs de jeux aussi que ce qui est réellement important, c'est que les règles soient claires et précises. Mm. Que la maison d'édition, par exemple, ou la personne qui lit, qui apprend le jeu, soit capable de l'apprendre par lui-même en lisant Mm. les règles ou en regardant, exemple, la vidéo Oui, oui. règle. Mais que c'est ça, que ce soit simple et efficace pour pas se compliquer la vie. Oui, oui. Euh, et on peut comprendre, hein, dans les maisons d'édition, c'est qu'ils reçoivent peut-être des centaines, je sais pas, là, mais peut-être, Ah, disons, des centaines de jeux par mois ou peu importe. Euh, il faut quand même, si on veut tout passer au travers, il faut que ce soit rapide et efficace. Et c'est pour ça aussi qu'un des derniers, peut-être un des derniers conseils aussi, c'est l'attachement au jeu, l'attachement à notre prototype. On peut passer des heures dessus, des heures et des heures, faire des versions, et puis au final, ne jamais signer ce jeu-là. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut tenter d'avoir un certain détachement malgré tout, parce qu'on va être critiqué, parce qu'on va devoir changer des choses qui nous semblaient extraordinaires. Et peut-être au final, on ne va jamais voir le projet signé et aboutir. Donc, voilà, pour un petit peu, on va dire, se faire une petite carapace et supporter le non, Oui. tenter d'avoir un peu de recul quand même sur tout ça. Et voilà, c'est pas simple, mais je pense que ça, c'est extrêmement important de faire attention à ça, parce que des non, on en aura beaucoup. Et voilà. Hmm. Effectivement. Effectivement, ça arrive, puis euh, c'est d'être dans une optique un peu plus de résilience qu'on appelle. Ça veut dire d'être capable d'apprendre de ces noms-là et de voir, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis pour le prochain jeu, ou est-ce que je continue sur ce projet-là, ou est-ce que je change de direction, mais en retenant les expériences de ces noms-là. Parce que généralement, les noms sont suivis quand même de certains commentaires constructifs. Alors, pas toujours. Pas toujours, bon. Non, pas toujours. Des fois, on n'a même pas de réponse. Mhm. Donc, des fois, c'est compliqué. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour un recrutement. Quand on cherche du Mhm. travail, des fois, on envoie nos candidatures et puis on n'a pas de réponse. Ça fait malheureusement, alors soit bien ou mal, peu importe, c'est comme ça. Donc, il faut aussi malheureusement l'accepter en se disant, c'est un méchant patron, il ne m'a pas répondu, certes, mais c'est comme ça. Un éditeur ne m'a pas répondu. Bon, globalement, on a des réponses, mais pas forcément argumentées. Des fois, on n'a pas de réponse, mais des fois, on a simplement non, je passe mon tour, ça ne m'intéresse pas, sans plus d'arguments. Bon, certains, mais après, il ne faut pas hésiter à relancer aussi. Ça, c'est toujours pareil, il ne faut pas hésiter à recontacter l'éditeur. Moi, ça me permet de progresser. Est-ce que je suis vraiment complètement
à côté de la plaque et mon jeu, il est vraiment pas bon du tout. Pourquoi? Pour progresser, mettre le jeu complètement dans un tiroir et l'oublier, ou tenter, continuer à faire progresser ce jeu. Donc et un point aussi qui est très important, alors certains n'aiment pas ça quand je le dis, mais il faut aussi que le jeu se vende. Mhm. C'est-à-dire que la finalité du moins ce processus créatif pour aller vers l'édition, c'est aussi, quand je parlais du marché, Mm. c'est aussi, il faut imaginer que la finalité pour un éditeur, c'est la vente du jeu. Euh, Absolument. donc, quoi qu'il en soit, il y a des réalités économiques. Alors, pareil, quand on arrive avec un jeu avec des tonnes de matériel, est-ce que tout ce matériel-là, mis en face de l'expérience de jeu proposé, par exemple, on fait un jeu qui dure 10 minutes, mais on a 300 cartes, des plateaux, des jetons, on ne sait pas quoi en faire. J'exagère un petit peu, mais voilà, il faut qu'il y ait une réalité économique en face. Il y a une réalité économique en face, et du coup, il faut aussi, même si c'est quand même le rôle de l'éditeur de travailler sur ça, mais quand on envoie un jeu, il faut aussi se poser la question. Est-ce que Mm. je propose quelque chose qui est cohérent d'un point de vue matériel, d'un point de vue logique économique? Je pense que c'est pas mal de se poser la question aussi. Effectivement. Donc là, encore dans les rôles qu'on mentionnait tout à l'heure, celui aussi de vendeur, je peux le nommer comme ça, ou justement d'économiste. Où est-ce qu'on doit Non, c'est avoir... compliqué. Oui, c'est ça, ça fait C'est beaucoup très aussi de... compliqué, c'est très compliqué. Bon, il y en a qui aiment pas quand je dis ça parce qu'ils disent ouais, moi je fais un jeu, je suis pas là pour Ouais, réfléchir à la place de l'éditeur, certes, mais je pense que c'est pas mal des fois quand même se poser un petit peu la question. effectivement. Surtout que ça peut faciliter les choses par la suite dans la présentation de son jeu à une maison d'édition. Mm. Euh, et là, justement, tu nommes un peu toutes ces réflexions-là à avoir quand on est dans le processus de création d'un jeu. Est-ce que de ton côté, tu connais des ressources qui permettent de s'informer par rapport à ça, ou est-ce qu'on apprend vraiment tout sur le tas, là, par expérience? Alors, au début, je dirais qu'on apprend sur le tas parce qu'on a l'impression que on va pouvoir, n'importe qui peut être auteur de jeu. Donc, moi, j'ai signé 2 jeux, donc c'est pas énorme, hein. Je n'ai pas signé 50, 60 jeux. Enfin, pas pour l'instant, ça va venir, j'espère. Mais au début, on a l'impression que ça vient tout seul et que voilà, on peut faire ça, comme je disais, comme un peintre qui va jeter sa peinture sur une toile. Mm. Et puis après, on se rend compte qu'on a des choses qui permettent d'objectiver les choses et de cadrer un petit peu théoriquement certaines choses. Donc oui, il y a des bouquins, on peut aussi trouver des conférences. Alors il y a des cursus qui existent, hein, des cursus de formation qui existent sur le game design, mais qui sont souvent pas mal axés jeux vidéo. Donc on peut trouver un peu Mhm. de jeux de société, mais c'est beaucoup jeux vidéo. Ouais. Et donc oui, donc des bouquins, des conférences qu'on peut trouver sur Internet. On a souvent des sites internet aussi ou des blogs de chroniqueurs qui abordent des parties mécaniques de jeu. Mm. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc voilà. Et après, c'est toujours une question de temps, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que lire 4, 5, 6, 7 bouquins qui font 400 pages, travailler sérieusement sur ces contenus, regarder des vidéos, prendre des notes, extirper les choses qui nous semblent intéressantes, lire des sites internet, ben, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est ce que je fais parce que je me consacre à fond à tout ça. Et aujourd'hui, je peux me le permettre. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a un travail plus classique, je dirais, à côté et du coup, qui a peut-être son week-end, mais il a une famille, etc. Donc c'est très long. Mhm. C'est très très long, mais oui, il existe des ressources qui sont très intéressantes sur le game design en général. Mhm. Je pense que tu le mentionnais bien aussi tout à l'heure, tu sais, de faire partie d'un collectif ou d'une association, déjà, c'est une bonne étape pour aller Ça apprendre de aide. l'expertise des autres. Par la suite, en recherchant un peu sur Internet, puis tu le nommais aussi, de suivre l'actualité ludique. Il y a Oui, plein de oui. super bons créateurs et créatrices de contenu qui mettent de l'avant justement tout ce qui est l'actualité ludique pour vous Mm. informer. Et bien sûr, l'autre partie, ben, c'est la partie théorique, recherche,
documentation, il y a des livres, il y a Oui. des vidéos YouTube qui sont faites par des Mm. chercheurs également ou des spécialistes en game design. Mais effectivement, tu le mentionnes bien, en ce moment, le game design est surtout associé aux jeux vidéo. Euh, Beaucoup. Beaucoup, Mm. effectivement, mais de plus en plus, le jeu de société est mis de l'avant. Euh, Si je parle exemple au Québec, il n'y a pas encore de département universitaire de formation spécifiquement en jeu de société, mais il y a de plus en Mm. plus de cours à faire orientés vers le game design de jeux de société. Donc, c'est des petits pas. Graduellement, ça va devenir de plus en plus accessible, mais c'est possible En, qu'on Fran- ait... en- En Oui, France, on en a un, Paris 13, par exemple, qui a toute une OK. branche universitaire autour du jeu. Enfin bon, voilà, il y a des choses qui existent, mais Paris 13, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, c'est beaucoup. Les formations qu'on voit par ailleurs, c'est souvent très jeux vidéo. Très, très jeux Mhm. vidéo. Euh, voilà. OK. Donc, oui, ça peut être intéressant aussi de lire sur le game design du jeu vidéo et après ça, de l'adapter pour le jeu de société. Et sur l'actualité ludique, ce qui sert d'être dans un collectif aussi, c'est qu'on ne peut pas connaître tous les jeux. C'est compliqué vu le nombre de sorties qu'on a chaque année. Mais des fois, le fait d'être regroupé, on crée quelque chose et certains nous disent, ah ben, ça me fait penser à tel jeu, est-ce que tu as vu tel jeu? Ah ben non, je ne le connais pas. Ah d'accord, ok. Et du coup, nos 26 cerveaux à la Fabrique des auteurs marseillais permettent d'avoir 26 cultures ludiques, parfois qui se croisent, mais parfois différentes. Et du coup, ça permet d'avoir plus d'informations rapidement que si on était tout seul à chercher. Par contre, pour l'actualité ludique, ce qui est pratique aussi, c'est justement les vidéos. Moi, je regarde entre 2 et 3 vidéos règles par jour. Donc voilà, ça me permet de voir un peu ce qui sort, voir comment ça marche. Voilà. Wow! Donc, oui, hein, on parlait du temps. Bon, Mm. c'est l'élément de vie, hein, toute personne a de la difficulté à trouver le temps. Ben, des fois, ça veut dire aussi de planifier son temps. Ça veut dire de se Mm. planifier, tu sais, au lieu d'écouter une série télé, de se prendre ce temps-là pour écouter des vidéos sur le jeu de société, les mécaniques de jeu, Mm. etc. Au lieu de scroller sur Facebook, comme on dit, ben, ça peut être d'aller lire des articles de jeu ou bon. Oui, Donc, bon, après, il faut, voilà, après, quand c'est une passion, on compte plus trop tout ça, c'est-à-dire que moi, je fais des choses, voilà, c'est un mélange un peu de passion, du coup, je tente d'amener ça vers le professionnel, donc voilà, c'est beaucoup plus simple quand on est passionné de toute façon. exactement. Donc, bon, le mot-clé est l'équilibre, mais Mm. parfois, c'est nécessaire de se planifier du temps. Et si c'est une passion, comme tu mentionnes, ben, ça va venir naturellement aussi. Parfois, c'est juste d'être bien outillé, d'avoir les conseils, des bons partages d'expérience, comme tu viens si bien de le faire. Ça aide par la suite à se motiver et à dire, OK, ben, je sais vers où je m'en vais. Euh, Maintenant, c'est de le faire, là. C'est ça l'étape la plus difficile, Oui, oui, bien sûr. le passage à l'action. Et d'écouter des interviews d'auteurs très confirmés, c'est très utile aussi de les écouter. Voilà, donc Mhm. moi, ça fait 2 ans. Il y en a, ça fait 20 ans. C'est bien de les écouter aussi. Ils ont souvent des petites phrases ou des petites choses qui sont à retenir. Effectivement, c'est vrai, tu le mentionnes, puis je pense que c'est une belle manière d'apprendre, comme aujourd'hui, à travers les partages d'expériences, des expériences parfois qui sont diffèrent d'une à l'autre, mais aussi des partages d'expériences avec vraiment en années d'expérience. Ah oui, oui. Ça amène un regard différent aussi. Puis des fois aussi un regard différent sur comment les modes de jeu évoluent, puis comment aussi juste l'intégration de la technologie des médias sociaux comme Mhm. Tabletop, l'utilisation de Tabletop Simulator, par exemple, vient changer les choses aussi, là. Bah, là, c'est un peu par la force des choses. Oui. Tabletop, par exemple, c'est un peu par la force des choses. Moi, je suis pas un grand fan de ce principe virtuel. Pour moi, un jeu de société, c'est on se réunit. Voilà, on joue en société. Même si j'aime bien les jeux solo, mais ça, c'est autre chose. Et Tabletop, c'est pour pallier un petit peu à cette situation actuelle. Voilà. Et il y a aussi avec certaines problématiques qui font que quand on joue sur tabletop, bouger un pion avec une souris,
c'est un peu plus long que bouger un pion avec la main. Et du coup, une partie qui devrait durer un quart d'heure sur table peut durer 30, 40 minutes sur tabletop, par exemple. Donc, on perd beaucoup de ressenti, mais bon, Ouais. on fait avec ce qu'on a. Effectivement, on s'adapte. Euh, Peut-être, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ton expérience ou des trucs et astuces que je ne t'aurais pas demandé, que tu aimerais parler? Euh, Non, je sais pas. Alors, après, tout ce que je dis aussi depuis tout à l'heure, c'est un peu de mon expérience, mais c'est aussi beaucoup ce que j'ai appris des autres. Oui. Donc voilà, donc tout ce que je dis là, c'est des choses qu'on peut entendre, comme je disais, d'auteurs plus confirmés. Donc je, je, je répète un petit peu ce que j'ai acquis, appris. Donc moi, j'invente rien du tout dans tout ça. Donc voilà, donc je pense que ce qui est important, c'est de regarder des interviews, des conférences. Par exemple, au Festival international des Jeux de Cannes, il y a eu beaucoup de conférences autour du jeu. Ces conférences, on peut les trouver sur YouTube, etc. Donc, alors oui, c'est long. Des fois, on a des conférences qui durent 1 heure. Donc, est-ce qu'on a envie de se mettre à écouter une conférence? Mais on n'est pas obligé de regarder l'image. Donc, on va mettre un petit écouteur, on fait autre chose. Et puis, en même temps, on peut entendre un petit peu des auteurs très confirmés nous expliquer quel est leur processus créatif et autres, leurs difficultés aussi, parce qu'il ne faut pas croire, ils en ont aussi. Donc, donc voilà, surtout chercher à discuter. On est dans un secteur d'activité où les gens sont très accessibles. Oui, oui. Donc, on peut très facilement discuter avec des éditeurs, on peut très facilement discuter avec des auteurs confirmés, on peut très facilement. Donc voilà, aller, un jeu de société, donc il faut être aussi dans l'aspect relationnel, il ne faut pas hésiter à aller parler aux gens et on apprend énormément en discutant avec eux. Ils sont globalement ouverts à la discussion. Et je pense que quand on débute, rien de tel que d'aller échanger. Alors, lire sur Internet, c'est bien, mais quand on peut discuter avec des personnes directement, ou même sur Messenger ou des médias comme ça, on apprend énormément. Donc voilà, il faut, je pense, quand on débute, rien de tel que de prendre un petit peu des informations chez les anciens qui ont de la bouteille, qui ont l'habitude, qui connaissent les pièges, les difficultés. C'est eux qui nous apprennent. Effectivement, un très, très beau conseil. Et ben, tout le monde apprend. Donc, tu sais, quand tu parlais d'aller chercher de l'information puis de la vulgariser ou de la partager, ben, sûrement que les personnes que tu as écoutées eux-mêmes ont appris de d'autres personnes, qui ont appris de d'autres personnes, bon, etc. C'est le principe du partage de l'information. Et l'important, ben, c'est que ces personnes-là ont pris le temps de le communiquer. Aujourd'hui, tu prends le temps de le communiquer. Et sûrement que tu vas inspirer des gens qui, eux, vont communiquer l'information à d'autres C'est personnes. ça, C'est comme ça qu'on apprend. exactement. Je n'ai rien inventé dans tout ce que j'ai dit. Non, non, puis bah, l'inverse aurait été énormément surprenant de Oui, partir de quelque chose. clairement. Donc, je pense qu'on va terminer cette série, on va dire série, parce qu'il y a eu 2 parties à la vidéo. Je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à aller la regarder. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir pris Merci. ce temps-là pour parler de toi, de ton processus dans la première partie de la vidéo. Tu parlais des jeux que tu as créés. Tu as parlé aussi de la fabrique des auteurs marseillais, cette association qui est en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant d'en faire partie. Et bien sûr, cette deuxième partie de la vidéo où tu partageais tes expériences et aussi ce que tu as appris de d'autres personnes. Donc, C'est ça. un beau partage vraiment de conseils, de trucs et d'astuces quand on veut se lancer dans le monde du jeu de société. Donc, merci beaucoup. J'adore ces beaux partages. J'ai beaucoup appris et je vais essayer moi aussi de partager par la suite ces connaissances-là avec différents joueurs et créateurs de jeux. Et bien sûr, je vous invite, pour ceux qui nous ont écoutés ou regardés, de bien sûr mijoter un peu ça en tête, de voir si jamais vous êtes des créateurs de jeux, ben, regardez ce que vous voulez retenir comme information, qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique. Je vous invite aussi à nous partager vos propres expériences dans les commentaires de la vidéo.
Si jamais vous êtes un joueur ou une joueuse qui voulez vous lancer dans le monde de la création de jeux, ben, n'hésitez pas à aller lire, à aller regarder des vidéos, à demander à des auteurs déjà confirmés comme Fabrice des conseils. On le mentionnait, généralement, les auteurs sont assez disponibles, assez ouverts pour répondre à vos questions ou juste parler avec vous. N'hésitez pas à rejoindre des associations ou des groupes d'auteurs de jeux. Donc, vous allez beaucoup apprendre. C'est très enrichissant comme travail personnel et collaboratif. Donc, je vous invite à vous lancer dans la création de jeux. C'est un beau projet qui demande du temps, de l'énergie, de la patience, de la persévérance, mais qui est très enrichissant. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Je vais vous souhaiter de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Merci.